Chers amis, bonjour. En ce jeudi 7 septembre 2023, nous sommes le matin, il doit être environ 9h, 9h15 à Sherbrooke, au Québec. J'avais envie de faire une petite vidéo de manière spontanée et inspirée, si possible. Dernièrement, quand je dis dernièrement, ça remonte à la semaine dernière, plus ou moins, et ça s'est étalé évidemment dans le temps, et c'est probablement aujourd'hui, dans la suite et l'évolution par rapport à la semaine dernière que je vous parle. C'est pas vraiment délimité dans le temps finalement. J'ai été préoccupée particulièrement par l'environnement et le changement climatique. Je préfère utiliser même les termes dérèglement climatique que changement climatique. Je ne veux pas rentrer dans les détails ni dans susciter le débat, mais c'est juste une sorte de... en fait, je communique un peu ce que moi j'ai vécu, senti. Ça peut peut-être susciter des interrogations en vous, chez vous, ou peu importe en fait. Ça peut peut-être vous inspirer. C'est un partage que je vous livre là en fait. Donc c'était une remise en question aussi du sens de la vie ou de l'existence pour moi, mais en général aussi probablement. Des inquiétudes et préoccupations pour l'avenir de la planète, de l'humanité. Aussi, ça rejoignait les inégalités dans le monde. Notre mode de vie, le système, la société, et j'en passe. C'était un peu difficile pour moi et inconfortable d'une certaine façon d'être... en fait, je vais vous dire, j'ai même exploré le concept de vacuité, vide, et en même temps, ce n'est pas juste le vide, y compris dans la tradition bouddhiste. En fait, je lis un livre et vraiment j'y vais comme ça, sans structurer forcément et en passant peut-être passe pas du coq à l'âne, mais vous comprendrez ce que je veux dire, c'est spontané. Je suis en train de lire ce livre qui s'appelle Bonheur de la méditation de Yongey Mingyur Rinpoche, et excusez-moi si je ne sais pas comment le prononcer exactement. C'est un grand maître tibétain. Dans cet ouvrage, il révèle les bienfaits réels de la méditation, en établissant un pont entre les enseignements du bouddhisme et les découvertes les plus récentes de la science, et plus particulièrement des neurosciences. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce croisement entre tradition, sagesse ancienne, philosophie et sciences, neurosciences en particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'histoire de cette personne et du livre, de ce que contient le livre, mais j'y ai trouvé une source d'inspiration. Ça rejoint justement mes pensées. Il y a tout un chapitre qui concerne la vacuité. C'est le chapitre 4, la vacuité, la réalité au-delà de la réalité. Et la citation sur laquelle s'ouvre ce chapitre est: la vacuité est décrite comme le fondement qui rend tout possible. Vous voyez que, en fait, pour faire un résumé, du vide émergent toutes les possibilités. Et cette citation est du 12e Taïsitu Rinpoche, que je connais certainement pas, mais je vous le dis quand même pour lui attribuer cette citation. Alors rapidement, en ce qui concerne la science, je suis quand même quelqu'un qui aime la science et les scientifiques, même si je suis consciente que chaque personne, chaque être humain a un biais, que ce soit des scientifiques ou des personnes spirituelles, comme on les appelle, guides spirituels. Toute personne, tout être humain a forcément, selon moi, un biais. Mais peut-être que ce qui est important, c'est on est des êtres
très subjectif et ce qui est important certainement, c'est au moins d'en avoir conscience. À l'heure où je vous parle, je peux dire que je sais que je ne sais rien. Je sais tout, dans le sens où je ne sais rien finalement, et tout est paradoxe. Ça, j'en ai pleinement conscience, enfin dans les limites du possible de mon mental. C'est évidemment une interprétation de la vie et de la réalité que je vous livre là à travers le filtre de mon mental de toute manière. Donc j'ai moi-même enregistré un message concernant la vacuité qui m'habitait pleinement la semaine dernière. J'ai même retranscrit ce texte. J'ai été très inspirée et j'ai aussi retranscrit ce que j'ai lu de ce chapitre d'une anecdote qui est mentionnée dans le chapitre dont je viens de vous parler. Pour en revenir à la science, écoutez, je pense que c'est bien, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir foi en la science ? Je pense que j'y mettrai quand même certaines précautions, dans le sens où j'ai pensé à ça aujourd'hui, en roulant dans ma voiture à essence, pour aller conduire mon fils à l'école. C'est que même quand on prend la voiture électrique, certains l'ont adoptée, d'autres non, pour diverses raisons, que ce soit ceux qui l'ont adoptée que ceux qui ne l'ont pas adoptée encore ou peut-être jamais. C'est que dans chaque découverte scientifique, invention et technologie, nouvelle technologie, on s'est rendu compte, enfin je pense qu'on peut dire qu'on ne sait jamais exactement quel va être l'impact sur le long terme. On sait aujourd'hui, on peut douter en tout cas des solutions environnementales à long terme de la voiture électrique, qui pollue aussi à sa manière dans la fabrication, le moteur et donc les minéraux qui sont nécessaires. Je vous parlerai aussi du téléphone portable, mais ça c'est encore autre chose. Ce sont des constituants qui sont très polluants, qui sont des mines, ça vient de mines à ciel ouvert, ça pollue là où c'est extrait. Les gens en pâtissent d'une façon ou d'une autre certainement parce que tout a un impact, chaque action a un impact, que ce soit sur l'environnement ou sur nous, parce qu'on est dans l'environnement, et sur les animaux, et sur les végétaux, et sur tout en fait, tout ce qui est les minéraux, tout ce qui est dans notre monde. Donc je ne sais pas si le salut passe par les technologies, si on va être sauvé par les technologies. Je crois davantage à notre responsabilité à chacun, chacune. Écoutez, je ne veux pas faire de moralisation, ni mettre de pression, ni rendre les gens coupables. Je parle de ma propre perception finalement, de mon propre vécu, de mon propre ressenti, de ma propre expérience. Je crois quand même qu'il revient à chacun d'avoir conscience, d'être dans une conscience, une conscientisation de ce qui se passe quand on est un être humain et que chaque choix, décision a un impact sur notre vie et sur les autres d'une certaine manière. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être dans l'inaction totale, dans l'inertie, mais vous voyez que quand même dans des périodes d'inertie, d'inaction et de doute et de remise en question, réflexion, il y a quand même quelque chose qui émerge. Ça permet peut-être de se repositionner face à des situations. En tant qu'être humain, on a un mental, on a des pensées, des émotions et on a un ego, et je crois que c'est important d'être conscient pour un peu se libérer en fait de cette emprise, de ces attaches, de ces entraves, de l'attachement qu'on accorde parfois trop à des biens matériels, sans dire que c'est mal ou bien.
On accorde aussi énormément d'importance au jugement qui provient de notre tête. On accorde beaucoup aussi, enfin en tout cas on peut s'attacher à d'autres êtres et c'est pas mal en soi. C'est pas mal en soi. Cependant, ça contribue quand même à certains biais. On peut parler de biais cognitifs ou peut-être de biais affectifs ou émotionnels. Ça contribue à notre façon d'interpréter les choses, le monde, le réel. Mais encore là, le réel, c'est quoi? J'ai aussi appris en m'intéressant à certaines créations, certaines sources de documentation scientifique, beaucoup scientifique en fait, que enfin, certaines personnes, certains êtres humains scientifiques pensent que le problème vient du cerveau de l'être humain et de son intelligence. Et je vous dirais surtout du cerveau. Enfin, il y a le mental, il y a l'ego, ça c'est d'autres dimensions, mais dans le cerveau, on a notamment une partie qui s'appelle stratium, qui serait le siège de nos instincts plus primitifs. Mais il y a aussi le neurotransmetteur, la dopamine, qui est le circuit de récompense qu'on alimente par des décisions, des choix et qui est quand même addictif en fait depuis, on va dire, la nuit des temps. C'est ce qui contribue, on va dire, à notre insatisfaction et au fait que l'être humain en veut toujours plus et n'est jamais content de ce qu'il a, ne se contente jamais de ce qu'il a. Peut-être que là, je parle comme ça, là, ça m'arrive comme ça, mais peut-être que ça rejoint aussi la pyramide de Maslow. Bon. Ensuite, je voulais quand même très rapidement terminer peut-être sur une note positive. Je ne sais pas si je partagerai ce que j'ai écrit sur la vacuité, en fait, retranscription de ce que j'ai enregistré, parce que parfois ça m'aide de m'enregistrer plutôt que d'écrire. J'avais besoin parfois... Enfin, la semaine dernière, j'ai fait ça parce que je sentais que j'avais besoin d'exprimer quelque chose, mais sans savoir trop quoi. Et c'est ça qui est sorti, en fait. Ce que j'ai exprimé rejoignait donc la vacuité, qui se trouvait justement à ce moment-là dans le livre que je lisais. C'est pas totalement anodin, enfin, je crois être... Probablement que c'est comme ça que se sont présentées les choses. Parce que j'étais en train de lire ce livre. J'avais envie de... Tiens, je viens d'ouvrir le livre, alors je vais vous lire. J'avais envie quand même de vous lire une petite citation, si on peut appeler ça une citation, une pensée de Jon Kabat-Zinn dans ce livre qui s'appelle « Méditer 108 leçons de pleine conscience ». Parce que pour moi, la pleine conscience reste la voie de la sagesse, de la plénitude et de la conscience aussi, la sagesse, la conscience. Et justement, voici à la page 29, la 17e leçon, comme il l'appelle, 17e leçon de pleine conscience. Et ça s'appelle « Moment non vécu », que je vous lis donc dans un instant. Chaque moment manqué est un moment non vécu. Chaque moment manqué augmente la probabilité de manquer le suivant et de le vivre confiné dans des habitudes de pensée machinale, de sentiments et de gestes automatiques, plutôt que dans, par et à travers la conscience. C'est intéressant
Pourquoi? Parce que ce matin, en prenant ma douche, et vous pouvez voir, mes cheveux sont pas tout à fait secs, je les ai pas séchés. Quand je prends ma douche, j'essaye, je suis beaucoup dans mes pensées tout le temps, hein. J'essaye de me souvenir parfois, enfin souvent en fait, quand je prends ma douche, je suis comme ok, là, je reviens à ce que je suis en train de faire, je sors de ma tête, parce que c'est là qu'est le... C'est pas le secret, mais bon, l'essence, la clé du bien-être, du bonheur, de la paix, peu importe comment vous l'appelez. C'est là que réside dans chaque instant, quand on est connecté, quand on est présent. C'est la paix. C'est facile à dire en même temps. Quand on est dans une situation où nos besoins primaires sont comblés, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'est pas en train d'être menacé dans notre intégrité physique ou morale. On peut apprécier le moment présent, mais la plupart du temps, on est toujours dans une évasion. Je vous invite à réfléchir à ça, à vos conditionnements, à vos neurotransmetteurs, à toutes les histoires que vous vous racontez, les discours, les pensées, voir les pensées, les émotions, comment elles sont liées entre elles, revenir dans le corps, dans le moment présent. C'est difficile à expliquer autrement. Revenir à la respiration, être tout simplement. C'est le plus grand enseignement selon moi du bouddhisme, peut-être de l'hindouisme, en tout cas de la méditation, de la pleine conscience. Je ne vous lirai pas d'autres passages de ce livre parce que dans le fond ça m'est venu tout à l'heure en imaginant, enfin en prévoyant de faire cette vidéo, d'utiliser ce livre juste comme ça, et je veux pas aller ailleurs. Je voulais juste, avec ce que j'ai ici livré, que ça vous rejoigne ou pas, tout est parfait. Namasté.